RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Gilles Briel, le nouveau président du MPC. Le tout nouveau président du MPC, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élu hier soir, c'est tout frais, par 187 voix sur 191. Il y a eu 4 bulletins blancs. Vous étiez le seul candidat, ce qui limite forcément l'ampleur de la victoire. Oui. Quel est votre état d'esprit ce matin? Qu'est-ce que vous voulez faire à la présidence du MPC? Quels sont vos projets, vos ambitions? Alors, d'abord, redynamiser notre mouvement et réaffirmer nos valeurs pour être en ordre de marche, pour préparer l'échéance capitale du 4 novembre. C'est l'objectif principal. Alors Galliano vous a apporté son soutien. On rappelle que c'est le président sortant. Il présidait le MPC depuis la création de ce parti. Ça veut dire en fait que les divergences dont on a parlé ces dernières semaines étaient moins importantes qu'il n'y paraissait? Non, c'est plus lié à une histoire commune. Ça fait quand même plus de 10 ans que Gaël et moi militons ensemble. Il reste des divergences de fond profondes sur notamment la participation au G10 et les documents qui ont été élaborés par le G10, l'exposé des motifs, la charte des valeurs, que moi je condamne avec notre équipe fermement. Donc là-dessus, il y a encore de la divergence, mais c'est normal dans un mouvement politique. Et ça vous a fait plutôt plaisir que cette passation de pouvoir se passe calmement et de manière apaisée? C'est toujours mieux. Après, chacun prend ses responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes il y a quelques mois en disant qu'il fallait réorienter la ligne politique du mouvement. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est de donner une dynamique, c'est de recréer une équipe et d'aller chercher la confiance de nos militants et de réétoffer nos rangs pour que le mouvement populaire calédonien retrouve la place qui est la sienne en tout cas dans les urnes, puisqu'il est implanté politiquement. Parce que je rappelle qu'au des élections législatives, Gaël et moi, en y allant sous nos couleurs seules, on fait quasiment le même score que l'UCF complète aux élections provinciales de 2014, alors qu'on était 3 mouvements à l'époque. Donc il y a une implantation, il y a une attente, et il y a une ligne politique claire qu'il faut continuer à porter. Vous avez le sentiment que, au travers de ce vote et au travers des discussions que vous avez pu avoir avec les militants, ils adhèrent davantage à la ligne que vous représentez qu'à celle que représentait Galliano sur ce problème de divergence qu'on a évoqué sur le G10, sur la plateforme? En tout cas, le conseil politique, parce que c'est là où il y a eu les débats et c'est cet organe qui a pris la décision, oui, puisqu'ils ont voté à l'unanimité cette nécessité de sortir du G10, de sortir de la plateforme et se mettre en ordre pour le référendum avec un discours clair. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la clarté. C'est difficile d'avoir un discours ambigu en disant on a 90-95% de convergence avec les indépendantistes. Finalement, le référendum, c'est pas si important et y aller d'un autre côté prôner un non massif. D'ailleurs, vous avez prononcé un discours après votre élection. Vous avez avancé des vraies raisons de fond pour avoir quitté la plateforme, pour avoir décidé que le MPC quitte le G10. Vous mettez notamment en cause très directement Calédonie Ensemble. Selon vous, c'est Philippe Gomès qui a changé, qui a évolué? Mais il y a clairement une évolution du discours entre l'entre-deux tours des élections législatives et aujourd'hui, entre l'entre-deux tours, il fallait absolument pas faire élire un indépendantiste à l'Assemblée nationale. Philippe Gomès avait un discours dur, le discours qui est plutôt celui du MPC habituellement, et puis après, au fur et à mesure du temps, il y a une sorte de nationalisme assumé de la part de Philippe Gomès qui correspond pas à nos valeurs. À partir du moment où il y a une évolution du discours et qu'on n'arrive plus à parler d'une seule voix, que ce soit pour les réformes économiques, sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de raison de continuer dans la plateforme. Ça brouille notre message de préparation du référendum. Et sur le G10 également, vous avez été très critique sur l'exposé des motifs, sur la charte des valeurs. Ah oui, moi j'ai toujours pas digéré l'exposé des motifs qui est une charge violente, virulente même contre la présence française en Nouvelle-Calédonie. On nous dit que c'est des bouts de phrases du préambule de l'accord d'Ouimet, ça va bien au-delà avec des termes forts comme la décimation du peuple kanak. Moi je reconnais qu'il y a eu des ombres, mais pas à ce point-là. Donc ce texte était violent, inapproprié et inadapté à la délibération. Donc il n'était pas question de l'accepter. Et sur la charte des valeurs, j'ai pris des exemples hier, on ne parle pas des exclus parce qu'ils ne sont pas une valeur commune entre loyalistes et indépendantistes. Les exclus du corps électoral. Oui, les exclus du corps électoral.
Ça veut dire quoi? Qu'on va laisser éternellement 25 000 personnes qui travaillent en Nouvelle-Calédonie, qui créent des impôts pour certains, qui paient des impôts, qui ont des enfants qui sont nés, et qui toujours des sous-citoyens. Moi, je n'accepte pas ça. Et puis, il y a la place de la femme en général. Moi, je veux que les femmes kanaks aient les mêmes droits que les femmes européennes. J'ai 2 petites filles et je veux pour elles le meilleur, mais je veux le meilleur pour l'ensemble des petites filles de ce territoire. Et c'est pas à nous d'accepter de dire que ce sont nos valeurs, que la femme kanak n'a pas la même place dans certaines places de la société calédonienne. Alors hier soir, ce congrès était l'occasion du renouvellement de la présidence, de votre élection donc, mais aussi du lancement de la campagne du MPC pour le référendum du 4 novembre. Vous avez déclaré dans votre discours qu'il y avait 2 visions du référendum au sein de la plateforme, 2 camps, celui du petit non et celui du non massif. J'ai quand même envie de vous demander, c'est quoi un petit non? Un non, c'est un non. Ce que je reproche à Calédonie Ensemble aujourd'hui, c'est de vouloir enjamber le référendum, c'est-à-dire dire que ce n'est simplement qu'une étape presque anodine, et de dire que c'est pas si grave, le oui, le non, on verra après, ce qui compte c'est l'après. Non, le résultat est important, c'est-à-dire que c'est de notre capacité à avoir un non qui soit massif, un écart le plus important entre le oui et le non, c'est bien ça qui créera une dynamique pour éviter le 2e et le 3e référendum qui sont aujourd'hui possibles par l'accord de Nouméa, qui sont une mauvaise chose. Si on a encore 2, 3, 4 ans d'incertitude avec des référendums, c'est mauvais pour l'économie calédonienne. Donc il faut avoir non massif. Mais comment est-ce qu'on fait pour obtenir un non massif au-delà du slogan et de la volonté d'avoir un non massif? C'est quoi la recette? Il faut déjà convaincre l'ensemble des loyalistes que l'indépendance, c'est ce qui peut arriver de pire à la Nouvelle-Calédonie. En prenant exemple, il ne faut pas avoir peur de le faire. Hein. Je veux dire, c'est pas être humiliant de prendre exemple sur ce qui se passe au Vanuatu et Fidji, mais c'est également aller convaincre ces électeurs indépendantistes qui participent aux élections provinciales, législatives, et qui votent pour des listes indépendantistes, mais qui n'ont pas forcément envie que le 5 novembre, la Nouvelle-Calédonie, ça devienne Kanaki. Donc ils veulent pas avoir un réveil douloureux après l'élection du 4 novembre. Mais ceux-là, il faut aller le chercher. Mais il faut aller les chercher en leur disant que c'est bien au sein de la République française que peut s'épanouir un projet de société où l'ensemble des populations calédoniennes, Kanak comprises, pourront se retrouver. Mais vous savez que les indépendantistes, ça les agace qu'on leur parle du Vanuatu ou des Fidji. Ils estiment que la situation n'est pas du tout comparable avec celle de la Calédonie. Ah oui, mais eux, ils peuvent le penser, mais c'est normal qu'un indépendantiste qui prône l'indépendance ne veuille pas voir la réalité du Vanuatu, sauf que la réalité, c'est ça. En Nouvelle-Calédonie, on a un SMG à 155 000, il est de 22 000 francs. Au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, on dépense plus de 320 000 francs par an par habitant en dépenses de santé, ils sont de 18 000 francs au Vanuatu. Toutes ces choses-là, il faut les dire. En Nouvelle-Calédonie, l'école est obligatoire et gratuite. Au Vanuatu, elle est payante et facultative. C'est ça, l'indépendance. C'est pas le prix de la fameuse liberté. Et puis moi, il faudrait qu'un jour on m'explique en quoi les Kanaks ne sont pas libres en Calédonie. Les prix de cette fameuse liberté est lourd. Et donc, il faut les assumer. Les indépendantistes doivent expliquer comment ils vont financer leur indépendance. Alors hier soir, vous avez également prôné un front républicain pour aborder le 4 novembre. C'est quoi ce front républicain? Comment? Avec qui? Est-ce que ça vous paraît envisageable? Alors, c'est pas quand on voit les divisions actuelles de c'est la pas la famille première fois que je le fais. Je l'ai fait sur votre antenne il y a quelques mois et je continue à croire que c'est la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le camp loyaliste est éclaté, mais ceux qui veulent, comme nous, qui est le nom le plus large possible dans les urnes, je pense que pendant les 4 mois qui viennent, on doit être capable d'unir nos énergies, nos moyens pour être le plus efficace possible pour cette campagne, parce qu'il y a beaucoup de monde à convaincre. Il y a les électeurs loyalistes, leur convaincre que le scrutin n'est pas joué et qu'il faut que tout le monde se mobilise. Les indécis, les convaincre que c'est au sein de la France que peuvent s'épanouir leur prochain, leur futur. Et ça, il faut mutualiser nos énergies. Quand il y a une union, on est toujours plus fort que chacun de son côté désuni. Avec qui, pour l'instant? Avec le Rassemblement, avec tous calédoniens? Est-ce que vous pensez pouvoir étendre? Aujourd'hui, on le fait avec le Rassemblement tous calédoniens, mais il faut le faire avec les Républicains calédoniens également. Il faut le faire avec tous ceux qui ont cette même volonté-là. Il y a 4 mois à tenir. Après, les élections provinciales, elles sont en mai 2019. Si tout le monde veut se retaper dessus après, malheureusement, ils le feront. Mais on aura passé l'échéance la plus importante, qui est celle du 4 novembre. Le MPC, dont vous venez de prendre la présidence à 5 ans, il a déjà eu une vie mouvementée. Ça a été rappelé hier soir lors du congrès. Il y avait eu des divisions, des départs. Est-ce que le MPC a encore de l'avenir? Et lequel? Ah oui, alors je suis convaincu qu'on a notre place sur l'échiquier politique. Nous, on porte une solution dès sa création de collectivité de la République de type fédéré, ce que d'autres peuvent appeler, revisiter l'accord de Nouméa. C'est quelque chose de pragmatique mais viable. Et je suis convaincu, plus que jamais, qu'aujourd'hui, que le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, de l'après-accord de Nouméa, celui qui se négociera après les élections de 2019, ressemblera fortement à ça. Donc il faut qu'on continue à porter ce projet de société
geste, je dirais, institutionnel, en y incluant à l'intérieur un projet de société sociale, économique, environnementale. Gilles Brial, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.